Bonjour tout le monde. Vous avez tous bien reçu le message de mon arrêt maladie, à ce que je vois. Je suis désolée de vous avoir abandonné pendant la fin de l'année scolaire, mais je suis très contente et ravie de vous revoir cet été pour un petit cours. Je vous promets, ce sera pas trop long. J'ai d'ailleurs vu qu'il y avait de plus en plus d'élèves à venir m'écouter. Ça fait vraiment très plaisir. Pour finir notre cours en beauté, je vais vous parler d'une femme qui a une vie digne d'un film. Aujourd'hui, on va découvrir ensemble la vie de Kim Man-dok, l'entrepreneuse au grand cœur du XVIIIe et du XIXe siècle. Aujourd'hui, en plus de vous présenter une figure historique, je vais aussi, pour la première fois dans les classrooms, vous emmener visiter un lieu indissociable à la péninsule coréenne, Jeju-do, l'île de Jeju. Jeju-do, aussi connue sous le nom de Samda-do, l'île des Trois Abondances, est une île située au sud de la péninsule, à environ 300 km au large de la ville de Busan. L'île possède une superficie de 1849 km² et une population d'environ 604 000 habitants. Comme ces chiffres ne sont pas très parlants, voilà une petite comparaison plus explicite. Jeju-do est à peu près 5 fois plus petite que la Corse, mais presque 2 fois plus peuplée. Ma comparaison n'est pas innocente, parce que, un peu comme la France métropolitaine et la Corse, l'île de Jeju est une destination touristique fréquente pour les Coréens qui souhaitent voyager sans non plus prendre le risque d'aller à l'étranger. Gastronomiquement parlant, elle est très connue pour sa cuisine de fruits de mer, de porc noir et pour ses clémentines. Culturellement parlant, l'île de Jeju possède un patrimoine unique. Très rapidement, je pense que vous devez connaître les haenyeo, ces grands-mères qui plongent en apnée pour pêcher des palourdes et autres coquillages en tout genre. Pour les adeptes des langues et autres coréanologues, vous connaissez probablement la particularité du patois de l'île qui a pour spécificité d'être absolument incompréhensible même pour tout Coréen non aguerri. On retrouve aussi les fameux Dol Harubang, les grands-pères de pierre, sculptés dans la basalte. Parce que oui, l'île est d'origine volcanique. Et n'oubliez pas ce point car il a son importance. Enfin, sur une note un peu plus exotique, on y retrouve un musée du sexe. Mais bon, ça c'est juste pour votre culture personnelle. Mais assez de géographie, faisons un petit peu d'histoire. En 1600, le sous-préfet de Jeju-do, Kim Sang-hyun, écrit un recueil, Namsarok, pour rapporter au roi la situation là-bas. Pendant 4 mois, il récolta une colossale quantité d'informations sur la civilisation, sur la géographie ou encore sur la situation politique de l'époque. Et à cette époque, l'île de Jeju ne comptait très clairement pas autant d'habitants qu'aujourd'hui, et elle était très largement délaissée par la métropole. L'île servait même de bagne où l'on exilait les prisonniers politiques, tout comme les grands criminels. Et pour être sûr qu'ils ne reviennent pas en métropole, la justice de l'époque créa le Churyuk Kumjiryong. La situation de la population insulaire pauvre n'était donc pas rose, et les dirigeants puissants et corrompus de l'île, craignant une intervention du roi si la situation critique de la classe pauvre ne s'ébruite jusqu'à lui, décidèrent donc d'élargir cette loi à toute la population. Cette interdiction de sortir de Jeju-do et la surveillance omniprésente des familles puissantes de l'île empêchaient les habitants pauvres de se mouvoir à leur guise, imposant également des restrictions sur le commerce et indirectement les privant d'accès à des terres fertiles. En effet, la terre calcaire de l'île est très peu fertile, rendant même la culture de riz impossible. Ce trait spécifique à la géologie de l'île va engendrer des famines plus dévastatrices que celles qui vont toucher le reste de la péninsule.
D'après plusieurs écrits de scientifiques et d'historiens, la planète a connu un petit âge glaciaire du XIVe siècle au milieu du XIXe siècle, avec des phases plus ou moins importantes autour de 1350, de 1600, de 1820 et 1850. En jetant un coup d'œil dans les annales de la dynastie Joseon, la seconde partie de la dynastie compte plus de 100 catastrophes naturelles, 122 pour être précise, et jusqu'à 56 catastrophes naturelles seulement au XVIIIe siècle. Cette météo rude à répétition a eu un impact incontrôlable sur l'agriculture et sur les récoltes. Sur une période de 1 siècle, la Corée a essuyé pas moins de 3 famines pour une durée globale de 9 ans. Dans ce contexte unique à Jeju-do, Kim Man-dok naît en 1739 dans une famille de Yangin. Son père est marchand et importe des biens de la Corée métropolitaine. Elle perd malheureusement rapidement ses parents à l'âge de 12 ans, emportés par la mer et la maladie. En devenant orphelin, Kim Man-dok et ses 2 frères, Kim Man-sok et Kim Man-jae, sont reclassés au même rang que les esclaves. En effet, sans parents, elle se retrouve dépouillée de tous les droits que pouvait lui apporter sa classe sociale. Et comme si c'était pas assez triste comme ça, le reste de la famille se voit contraint de se séparer. Son grand frère est embauché pour travailler chez leurs voisins et son petit frère part dans la famille de son oncle. Kim Man-dok, quant à elle, est d'abord recueillie puis adoptée par Wol Jang-son. Cette femme d'une 50aine d'années était une Giseng retraitée. Sans enfant, elle décida de prendre Kim Man-dok sous son aile. Grâce à son ancienne vie de Giseng, elle transmit son savoir sur la peinture et la musique à la jeune enfant. Mais madame, du coup, qu'est-ce que c'est une giseng? J'allais justement y venir. Merci de poser la question. Pour faire un parallèle rapide avec une autre profession bien plus connue, la giseng coréenne est grosso modo l'équivalent de la geisha japonaise. Cette notion est souvent perçue comme de la prostitution ou le travail de la chair en Occident, mais entre l'image de la péripapéticienne que nous avons et l'image de la giseng de l'époque, beaucoup de choses diffèrent. Dater l'apparition des giseng est très compliqué. On présume que la création du métier remonte à l'époque des 3 royaumes, avec la naissance du genre musical du minyo, très pratiqué par ces femmes. Durant la dynastie Goryeo, les giseng sont officiellement des dames de compagnie pour les membres du gouvernement. Et pendant le royaume de Joseon, on peut distinguer 3 catégories de giseng différentes. La plus élevée, où elle est appelée par la cour et parfois par le roi pour des prestations artistiques, elle est très cultivée et pouvait être mariée. De ce fait, elle est plus considérée comme une artiste que comme une dame de compagnie. Dans la seconde catégorie, les femmes étaient appelées par les bureaux d'administration et fréquentaient des hauts fonctionnaires. Il arrivait occasionnellement qu'elles fassent commerce de leur charme clandestinement. Et enfin, la dernière catégorie, où elles étaient purement et simplement des prostituées. Formées par ce que l'on peut appeler des écoles pour giseng, ces femmes y apprenaient la peinture, la musique, la danse et la poésie. Pour beaucoup d'entre elles, cependant, leurs compétences ne s'arrêtaient pas au domaine artistique, car dû aux relations qu'elles entretenaient avec les classes supérieures, elles étaient souvent très cultivées sur la politique ou l'économie. Malheureusement, leur talent était très souvent ignoré à cause de leur rang social bas. La carrière de giseng est très courte et ne va rarement au-delà de la 30aine d'années. La giseng avait donc pour travail de tenir compagnie aux hommes de classe haute et d'animer leurs réunions, souvent bien alcoolisées.
Pour ce faire, elle pouvait être amenée à interpréter des chansons, à jouer d'un instrument de musique ou encore à tenir une conversation. C'est pour cette raison que les Giseng suivaient un enseignement spécifique. Enfin, dans certains cas, elles pouvaient être amenées à avoir des relations sexuelles avec leurs clients. Nous pouvons donc imaginer le cas de Kim Man-dok. Perdre son statut pour devenir de leur simple compagnie, presque de leur domicité, et de surcroît, se voir séparé du peu de famille qui lui reste, a dû être très dur à encaisser. Mais la Kim Man-dok de 13 ans ne s'avoue pas vaincue pour autant. Elle sait d'où elle vient et elle sait où elle veut aller. Son objectif est de retrouver son identité, son statut de Yangin, injustement perdu, et de retrouver ses frères. Et spoiler alerte, elle y arrive. Et elle y arrive même très bien. À l'âge de 13 ans, Kim Man-dok est donc recueillie par Wol Jang-son. Il faudra cependant attendre quelques années pour qu'elle décide de la former officiellement pour être Giseng. En effet, si au début Kim Man-dok ne s'occupait que des tâches ménagères, Wol Jang-son va se décider à en faire la plus grande Giseng de l'île lorsqu'elle découvre son talent en chant. C'est ainsi qu'après 2 ans de cours intensifs, Kim Man-dok devient officiellement Giseng à 15 ans, puis ensuite la plus célèbre de l'île, voire de la Corée tout entière. À ce stade, il était envisageable pour notre héroïne de retrouver son rang social perdu dans son enfance. En effet, il existait une méthode simple pour les Giseng pour accéder à un statut plus élevé, devenir la maîtresse ou la concubine de ce que l'on pourrait appeler un mécène, voire carrément se marier avec lui. La seconde méthode, bien plus chronophage, consistait à attendre leur 50e anniversaire pour pouvoir prendre leur retraite. Kim Man-dok, elle, refuse de s'abaisser à un mariage de raison pour le simple bénéfice de retrouver son statut. Elle veut arriver à retrouver son ancien rang social par ses propres moyens. Les années passent et, à la différence des autres Giseng, qui concentrent la majorité de leurs efforts sur l'entretien de leur beauté physique, Kim Man-dok, de son côté, continue encore et toujours à s'instruire. Elle veut être reconnue par son intellect plus que par son apparence. Avec toutes ses connaissances emmagasinées, elle réussit de plus en plus à être considérée comme une artiste. Après plusieurs années, elle finit même par convaincre le gouverneur de l'île, ainsi qu'un juge, de regarder ses archives pour prouver l'origine du statut de ses parents décédés. Et c'est ainsi qu'autour de ses 25 ans, Kim Man-dok réalise son premier objectif, retrouver son rang social d'origine. Elle se promena ici et là sur l'île pour voir où allaient les gens. Durant cette période du royaume de Joseon, le commerce des biens battait son plein. Témoin de l'effervescence de ce marché, elle décide donc d'ouvrir un Kekchu sur l'une des rives les plus fréquentées de l'île. Le Kekchu est un lieu de rencontre destiné aux marchands pour qu'ils puissent échanger, acheter ou vendre des biens et faire des affaires. Kim Man-dok se fournissait en produits locaux de l'île, des algues, des vêtements et des clémentines, pour les revendre aux navires marchands venus de la métropole. De la même manière, elle achetait à ses collègues des denrées alimentaires, surtout du riz et du sel, rares sur l'île. Mais en tant que femme célibataire et chef d'entreprise à cette époque, cela ne sera une surprise pour personne si je vous dis qu'elle en a bavé. Il fallut du temps et de la persévérance à Kim Man-dok pour être considérée comme une marchande auprès de ses confrères et de la population. Cependant, son passé lui a aussi été d'une certaine aide, car beaucoup de marchands ont pu visiter son Kekchu, mus par la curiosité de rencontrer celle qui était jadis
l'une des giseng les plus célèbres de Corée. Et comme le dit si bien Frigel Reeves, たふうな口聞きやがって。親父は俺に教えてくれたよ。商人は嗅覚が大事だってな。だから俺は嗅ぎ分けた。 et c'est exactement ce qu'elle a fait. En plus d'avoir le sens des affaires, Kim Ban-dok était aussi très humaine. En 1792, quand une troisième vague de famine particulièrement meurtrière sévit dans tout le pays, elle est alors âgée de 52 ans. Avec plusieurs décennies d'expérience dans le commerce derrière elle, Kim Ban-dok a réussi à économiser une belle somme. Mais témoin de la tragédie qui frappe l'île et du manque drastique de vivres élémentaires, elle décida d'utiliser toutes ses économies pour acheter tout le riz disponible. De toute son acquisition, elle ne garda que 1/10 et donna le reste aux habitants pauvres de l'île. Elle organisait également une sorte de soupe populaire durant laquelle elle faisait cuisiner du porridge de riz pour le distribuer gratuitement à la population de rang inférieur qui lui venait rendre visite. Cette démarche absolument spontanée et volontaire lui a valu les honneurs du roi de l'époque, Jeongjo. En effet, le gouverneur de l'île de l'époque avait transmis un rapport au souverain pour lui raconter la bonne action de la marchande. En guise de remerciement, Jeongjo lui promit de lui offrir ce qu'elle désirait. Elle lui répondit simplement qu'elle n'avait besoin de rien. Mais en insistant un peu, elle lui révéla son désir de visiter le palais royal et de découvrir le mont Kumgang. Cette demande paraît tout à fait candide, mais elle cache en vérité une portée politique considérable et va provoquer un petit bouleversement dans la société coréenne. En effet, laissez-moi vous rappeler qu'à l'époque, toutes et tous les insulaires avaient interdiction de quitter l'île. Ainsi, elle devient la première femme à aller au-delà de la rive, mais aussi et surtout à rencontrer le roi et la reine, visiter leur palais et découvrir le mont Kumgang, qui était une activité déjà de base réservée à l'élite. Après 6 mois de visite hors de son île, elle commença à avoir le mal du pays. Son île et sa famille lui manquaient, et c'est pour ces raisons qu'elle rentra finalement chez elle avec plein d'histoires à raconter aux habitants. Son séjour à la capitale ne l'a pas transformée pour autant, car de retour à la maison, elle reprit son travail et ne changea pas les relations qu'elle avait avec les gens. Elle restait très humble et les habitants l'appelaient tout simplement Kim Ban-dok Halmoni. Kim Ban-dok s'est éteint en 1812 à l'âge de 73 ans en laissant derrière elle un incroyable héritage. Sa vie entière est une réelle leçon de courage, car tout au long de sa vie, elle s'est battue contre le sexisme des coutumes et de la société coréenne de l'époque. Nous avions rapidement vu le contexte de la Corée du XVe siècle dans le précédent épisode sur Shin Saim-dang. Mais au XVIIe, à cause du durcissement de l'idéologie confucienne et de l'intensification du patriarcat, les conditions de vie des femmes étaient devenues encore plus rudes. Maintenant, imaginez-vous dans ce contexte, être une femme non mariée et chef d'entreprise. Dit comme ça ressemble vraiment à un scénario de drama historique avec Lee Mi-yeon comme actrice principale et qui serait diffusé, pourquoi pas, sur KBS. Et pourtant, c'est bien ce qu'a réussi à accomplir Kim Ban-dok, provoquant un réel changement, une réelle transformation sur la perception des femmes, mais également sur la manière de diriger une affaire et une entreprise. Bien que son histoire fût oubliée par beaucoup de monde aujourd'hui, son héritage reste très fort. En effet, peu après sa mort, le grand lettré Kim Jong-hee
lui dédia une calligraphie où on peut y lire 인해의 빛이 온 세상에 퍼지다, où il remercie Kim Man-dok de son dur labeur. Sur l'île de Jeju, nous pouvons visiter le musée à son effigie, retraçant son parcours. Ensuite, dans le domaine de l'entrepreneuriat, une bourse d'aide, appelée tout simplement la bourse Kim Man-dok, est créée en 1979. Elle permet aux jeunes et petites entreprises gérées par une femme un soutien financier pour son développement. Ensuite, en 2003, voit la création de la fondation Jedan Bobin Kim Man-dok Jedan. Cette dernière organise régulièrement des cours de sensibilisation sur le sujet, tout en perpétuant l'histoire de Kim Man-dok. Ils apportent également des soutiens financiers pour plusieurs campagnes humanitaires, comme les enfants et familles dans le besoin au Vietnam, en Mongolie ou au Cambodge, ou organisent aussi des dons de riz pour les personnes âgées en Corée du Sud. Et voilà, c'est déjà le dernier cours de l'année. On a parlé des mouvements pour la démocratie des années 70, de la colonisation japonaise durant le XXe siècle et de la place de la femme au XVe et au XVIIe siècle. J'espère que vous avez aimé découvrir toutes ces personnes avec moi et ça a été un réel plaisir de vous faire ces cours cette année. Je n'étais que professeure remplaçante, donc je ne sais pas si je serai encore là à l'avenir, mais en tout cas vous avez tous été très agréables avec moi, même vous au fond derrière. Merci d'être venus et merci de m'avoir écouté. 제주도 푸른 밤 하늘 아래로 Mais du coup, madame, qu'est-ce que c'est une ginseng?